Bonsoir à tous. Les titres de ce journal. Un accident choquant à Conakry. Ce matin, 5 personnes, dont 2 journalistes, ont été percutées par des voitures ivres sur un site de ramassage d'ordures à Matoto. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est aussitôt rendu à l'hôpital pour leur témoigner de sa solidarité. Examens nationaux session 2018. L'heure est au dernier réglage, aussi bien à Conakry que dans les régions. Tout semble prêt pour donner à ces examens le succès escompté. Et puis nous vous amènerons à Dubreka pour vous présenter le nouveau visage du centre de traitement de la maladie du sommeil. En plus des nouveaux équipements, le centre a été aussi doté de médicaments pour des soins de qualité. C'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais à l'instant, grave accident de la circulation ce matin au rond-point de Matoto. 2 véhicules en excès de vitesse ont blessé 5 personnes, dont 2 hommes de médias. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, s'est aussitôt rendu à l'hôpital sino-guinéen pour témoigner de sa solidarité aux victimes. Camara Boubacar. D'un pas vif et pressé, le visage grave, le chef de l'État arrive dans un silence lourd à l'hôpital sino-guinéen de l'Amitié. Il vient s'enquérir de la situation des victimes de l'accident enregistré tôt ce dimanche matin à Matoto. Depuis des heures, médecins chinois et guinéens se relaient au chevet de ces victimes pour une prise en charge sans faille. Nous avons 2 qui se trouvent dans un état très grave parce que c'est des traumatismes crâniens avec le score de Glasgow qui se trouve au niveau de 4. Donc leur état est vraiment grave. Donc, mais vous avez suivi les spécialistes, on a interprété les données de scanner déjà. Donc il n'est pas question de faire une intervention chirurgicale pour le moment. Et ce qui reste clair, nous allons essayer de faire la réanimation d'abord de ces patients. Mais le score est au niveau 4, donc c'est vraiment grave. Le chef de l'État prend suffisamment de temps pour comprendre la situation médicale de chaque patient. Il a eu des mots réconfortants pour ces victimes qui étaient sur un chantier sensible de la République. Ici, ce journaliste caméraman, victime de fractures à l'épaule et au pied, retrouve ses esprits et de la voix suite à la visite présidentielle. C'est une surprise pour moi. Parce que faire un accident la nuit, vers les 4 h du matin, après le président vient directement rendre visite. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. C'était ma première fois même de m'approcher avec le président. Chaque fois que je partais pour l'activité, mais m'approcher à côté de lui, c'est la première fois. Et je remercie le président de la République. Les parents des victimes de l'accident ainsi que d'autres malades dans cette salle d'hospitalisation ont échangé des amabilités avec le chef de l'État. Un président aussi dévasté par les conséquences de cette nouvelle imprudence sur nos routes. D'abord, je suis scandalisé que des jeunes conduisent et qui se mettent à faire la course d'un temps sous jusqu'à amener des accidents assez graves comme ça. Bon, nous sommes vraiment désolés, quel que ce soit journaliste ou pas, ce sont des citoyens, les citoyens dans ce cas-là. C'est extrêmement grave, pas d'autant plus qu'ils faisaient leur métier avec les ministres. Donc on va prendre toutes les dispositions pour punir sévèrement les gens qui sont dans ce cas-là pour que ça recommence plus. Donc nous souhaitons un vite rétablissement. Avec 2 journalistes touchés, la famille de la presse nationale est mobilisée en signe de solidarité aux victimes. Le président de la République a réitéré sa peine dans cette répétition de l'histoire aux journalistes. Le geste du professeur Alpha Condé est salué. Pour notre part, nous avons constaté avec quand même beaucoup de soulagement que des soins appropriés sont apportés aux différents blessés. Malheureusement, il y a encore un journaliste qui se trouve dans un état critique et nous prions vraiment le Tout-Puissant Allah pour qu'il puisse lui apporter la santé et lui permettre de recouvrer ses facultés le plus rapidement possible. Avant de quitter l'hôpital de l'Amitié à Akipé, le chef de l'État a dit tout son intérêt à suivre de façon particulière l'évolution du dossier médical de chaque victime de l'accident de Matoto.
Un accident choquant, l'alcool au volant serait l'une de ces causes car ces personnes ont été percutées par des voitures ivres pendant qu'elles étaient en train de constater l'évolution de la campagne d'assainissement lancée récemment. Déjà, le gouvernement annonce des mesures draconiennes pour réglementer la circulation routière. Ansouman Toumani Camara. C'est après cette série d'interviews accordées au ministre que cet accident s'est produit. Il était 4 h du matin ce dimanche au rond-point de Matoto. 2 véhicules roulant à vive allure en provenance de la tannerie sont venus blesser 5 personnes, dont 2 grièvement. Après l'accident, ça dit oui, il ne s'est pas arrêté. Hein. Il est parti arrêter à quelques 50 mètres. Et c'est justement là-bas qu'on a vérifié. Les agents de Consa m'ont montré comme preuve, voilà ce qu'il avait à bord comme boisson. Cet accident, à notre avis, a été l'état d'ébriété manifeste suivi d'un excès de vitesse. Une enquête est déjà ouverte autour de ça. Les sanctions vont suivre. 3 ministres de la République, accompagnés d'une équipe de journalistes, des médias publics et privés, faisaient le tour de la capitale au compte du suivi des opérations d'assainissement de Conakry. Ils sont témoins de ce drame. Quand on a fini de donner les interviews, on était maintenant prêts à regagner nos véhicules et nous partions sur l'Insan pour aller constater le pont qui est en train d'être restauré sur instruction du président de la République. C'est ainsi que nous avons vu, en traversant la chaussée, que nous avons vu 2 véhicules venir à tombeau ouvert qui étaient en train de faire une course et se diriger vers nous. Et heureusement, moi j'étais, pour ma part seulement, j'ai pu esquiver les 2 véhicules et malheureusement pour ceux-là qui étaient juste derrière moi, mon assistant qui a été le premier à être heurté, Kaké, a eu la jambe cassée, a eu le pied cassé. Tidiane, qui est mon responsable de la communication, a été heurté aussi, donc a été blessé. Malheureusement, on avait 2 journalistes qui étaient au niveau du terre-plein, au beau milieu entre les 2 voies, qui étaient en train de prendre les dernières images. Et puisque les 2 véhicules étaient en train de faire une course, donc l'un a coincé l'autre qui a pris le terre-plein et a pris nos 2 journalistes. Mais en plus, nous avons constaté plusieurs cas d'accidents sur nos routes, surtout la nuit. Ce qui constitue un danger pour tout le monde aujourd'hui. Des jeunes blessés dans l'exercice de leur métier. 2 hommes de médias, un chauffeur de camion et son apprenti et un technicien du ministère de la Jeunesse. Après le président de la République, le chef du gouvernement est venu lui aussi exprimer sa douleur. Totalement rigoureux, le fonctionnement du système de vérification des véhicules de la rue. Il faut que cela marche. Les véhicules sans frein, les véhicules qui ne répondent pas aux normes minima de sécurité doivent sortir de la circulation. Nous devons veiller à ce que ceux qui n'ont pas de permis de conduire ne soient pas autorisés à conduire. Nous devons réglementer les vitesses dans la circulation. Toutes ces choses-là sont de nature à prévenir ce genre de drame. Le gouvernement prendra toutes les responsabilités. Le président me l'a rappelé. Et à un instant, il faut qu'on prenne toutes les mesures avec le ministre en charge de la sécurité pour mettre la population dans un minimum de sécurité. Des infractions graves à l'origine de cet accident de la circulation. Et avec cette fête de Korité, la police routière signale de nombreux cas d'accidents, parfois mortels. Malgré cette situation malheureuse, des comportements contraires à la norme se poursuivent sur les différents axes routiers. Et cela devant l'incapacité des agents de police censés les réprimer. Meilleure santé à nos confrères et aux autres victimes de ce malheureux
cet accident. Les épreuves de l'examen de sortie des écoles professionnelles session 2018 démarrent demain lundi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 16 000 candidats sont attendus pour cette évaluation annuelle. Les autorités rassurent sur les dispositions prises pour le succès de cet examen, tout en rappelant qu'aucune irrégularité ne sera tolérée. Je vous invite à suivre la déclaration commentée du ministre Lansana Komara de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Suivez. Dès ce lundi, les premières épreuves théoriques de l'examen de sortie des écoles techniques et professionnelles publiques et privées seront lancées. Pour cette session 2018, 16 403 candidats, dont 8 919 filles, sont attendus pour être évalués. Cette évaluation sanctionne 3 ans d'études pour ces étudiants de type A et B. Aujourd'hui, après l'exécution des différents programmes de formation, nous voici arrivés à la période des évaluations de la session en cours, celle de 2018. À cet effet, est-il besoin de rappeler que cette étape cruciale du cursus de formation des sortants de nos écoles professionnelles s'inscrit dans le cadre général de la mission dévolue à un établissement d'enseignement technique et de formation professionnelle. Cette mission régalienne fixe dans ses objectifs, d'une part, une meilleure adéquation, emploi, formation, et d'autre part, une parfaite intégration du futur ouvrier ou technicien dans la vie socio-professionnelle active. Cette année, 384 superviseurs seront déployés dans 348 centres disséminés sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif étant d'éviter la tricherie et de permettre aux plus méritants d'être sur le marché de l'emploi. Le ministre en charge du secteur en appelle à la responsabilité de tous pour crédibiliser cette évaluation. Pour cette session qui est lancée ce jour, lundi 18 juin 2018, et pour les sessions à venir, nous devons garder le même élan, sinon l'améliorer considérablement pour donner plus de valeur à nos diplômes et à leurs détenteurs. Car à cette époque de la mondialisation, seules les compétences et le professionnalisme payent. C'est pourquoi nous demandons plus de concentration, de sérénité et de confiance en soi à tous nos candidates et candidats pendant les présentes évaluations. Une semaine après les épreuves théoriques, on annonce le début des épreuves pratiques. Il y a quelques années, l'enseignement technique professionnel était le parent pauvre. Grâce à la nouvelle politique imprimée par les autorités et partenaires, il est devenu très séduisant. Les diplômés des écoles supérieures se recyclent et les bacheliers sont orientés dans les centres de formation professionnelle. Nous rentrons donc de plein pied dans les examens nationaux. L'heure est au réglage des derniers détails. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu aussi à Kindia, Kankan et Mamoun pour échanger avec l'ensemble des acteurs concernés par cette évaluation de fin d'année qu'il souhaite d'ailleurs qualifier. Une qualification qui passe selon lui par une meilleure supervision. Suivez ce reportage de nos envoyés spéciaux Mama Issata Kamara et Sadou Bari. À 3 jours des examens nationaux, les acteurs du système éducatif se retrouvent. Dans la région de Kindia, par exemple, inspecteurs régionaux, directeurs communaux et préfectoraux débattent des dernières mesures à prendre pour le bon déroulement des examens. L'objectif est de renforcer davantage le processus de pilotage session 2018. Ces ateliers sont organisés dans le but de non seulement comprendre quelles sont les difficultés que les structures de concentrés ont dans le pilotage des préparatifs des examens et quelles corrections il faut apporter à ces difficultés énumérées. Généralement, après chaque atelier, il y a des recommandations que la structure centrale prend en compte dans ce traitement. Plus de 50 participants venus des régions de Conakry, Boké et Kindia ont pris part à ces travaux préparatoires des examens.
Au cours de cet atelier, des travaux d'équipe sont organisés. Ces exercices consistent à analyser les problèmes au niveau de chaque préfecture afin de définir et adopter de façon consensuelle les dispositions à appliquer lors des examens. À Kindia, on a 4 panels. Donc chaque panel a son thème. Donc dans les 4 panels, il y a vraiment tous les problèmes qui concernent l'organisation des examens. Chez nous, par exemple, on a le panel de la réflexion sur la problématique de la sécurisation des sujets. Vous savez, l'année dernière, nous avons décentralisé, le département a décentralisé l'examen d'entrée en 7e année. Ça a été une réussite totale. Et cette année, le département a décidé de décentraliser aussi de BEPC. Donc, nous sommes donc inspirés. L'expérience des DPE qui ont piloté déjà la décentralisation de l'examen d'entrée en 7e année et pour que les IRE s'en inspirent par rapport déjà au TDR déjà envoyé au niveau de nos structures de concentrés depuis 1 mois. À l'image de Kindia, Mamou et Kankan abritent les mêmes activités. À Mamou, le ministre de l'Éducation nationale bénéficie du soutien de ses anciens collaborateurs pour une meilleure réforme du système éducatif guinéen. Pendant ce temps, les candidats aux examens nationaux se préparent activement pour affronter cette épreuve. Le certificat d'études du premier cycle, le brevet et le baccalauréat se tiendront entre le 20 et le 27 juin. Sur un autre plan, l'AB s'apprête à accueillir les 23 et 24 juin la journée de l'éleveur, une opportunité d'échange sur les problèmes qui freinent l'essor de ce secteur pourtant porteur de croissance. L'AB sera aussi une plateforme pour explorer les pistes de modernisation des filières d'élevage afin de soutenir la diversification alimentaire. Reportage Fodé Camara. Capitale du monde rural, les 12 et 13 mai dernier, Zérékoré passe le témoin à la ville de Karamoko Alpha Molabé. L'annonce de cette grande retrouvaille des acteurs des filières d'élevage a été le point d'orgue de la 4e édition de la Journée nationale du paysan. Valoriser les immenses potentialités pastorales du pays pour un développement harmonieux, telle est la vision du président de la République. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? 3 choses. 1. Amener les éleveurs à faire des enclos où les bœufs seront gardés. Ça a 2 avantages. Ils n'auront plus gâché les champs des paysans. Ils seront moins volés. Deuxièmement, les nourrir pour l'alimentation du bétail. Nous allons avoir 3 usines. Une qui va démarrer en juin, les 2 autres en septembre, pour l'alimentation des bœufs, des moutons, des chèvres, des poulets, du poisson, mais aussi des porcs. Ensuite, troisièmement, l'insémination. Nos bœufs sont très maigres. Ça veut dire quoi l'insémination? C'est mettre un bébé dans le ventre de la vache et le veau qui va naître, au lieu de peser 200 kg, va peser 500 kg. À l'Abbé, les 23 et 24 juin prochains, les thématiques à développer vont graviter autour de la poursuite de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural lié à l'insémination artificielle bovine dans 20 préfectures, mais aussi la modernisation de l'aviculture et d'autres filières porteuses. Une démarche susceptible de booster l'employabilité des jeunes. La preuve en est que sur tous les maillons de la filière, les jeunes sont vraiment désireux pour être là. Que ce soit de la production, que ce soit dans la transformation, que ce soit dans la commercialisation. Et ça aide les jeunes à s'aider eux-mêmes et à aider leur famille. Je pense que c'est vraiment un chemin qu'on ne peut pas rater pour réussir en Guinée. Pour l'initiative présidentielle sur l'insémination artificielle bovine, un partenariat stratégique se développe avec le royaume chérifien, avec la formation d'une vingtaine de jeunes inséminateurs, des jeunes outillés pour que ce programme de valorisation de la production de viande puisse toucher sa cible de 300 000 éleveurs. Volet santé de ce journal. En cette saison des pluies, la prévention des épidémies reste un enjeu sanitaire de taille. Différentes approches d'alerte et de riposte sont expérimentées par les chercheurs. Et à ce sujet d'ailleurs, un nouveau guide d'intervention mieux adapté au contexte de notre pays vient d'être élaboré et disséminé. La démarche est du ministère de la Santé à travers l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Reportage Sori de Kera, Adiatoubari.
Empêcher toute forme de résurgence des maladies à potentiel épidémique, c'est le défi des autorités sanitaires et leurs partenaires de terrain en ce début de grande pluie. L'Agence nationale de sécurité sanitaire procède ainsi au renforcement des capacités d'intervention des équipes régionales d'alerte et de riposte aux épidémies. Ces équipes, venues des régions de Farana, Zérékoré et Kankan, s'approprient le contenu d'un nouveau guide d'intervention élaboré. Les erreurs qui constituent un maillon important au niveau des directions régionales ont été renforcées et leur lettre de mission a été révisée avec l'appui des partenaires. Donc on était venu pour cette relance avec la nouvelle lettre de mission qui est conforme à la feuille de route que Monsieur le chef de l'État a donnée au ministère de la Santé, ce qui est la détection rapide des épidémies et anticiper sur le mécanisme de réponse avant qu'ils ne prennent des proportions importantes. Le nouveau guide révisé des équipes d'alerte met l'accent sur la maîtrise des priorités de chaque région, mais aussi sur la rapidité des interventions sur le terrain. Une mission comprise tant par les acteurs que les responsables sanitaires. On a trouvé qu'on nous a confié beaucoup de missions et que les objectifs assignés, si les équipes s'investissent, ça nous permettra de lutter, de prévenir d'abord les épidémies et au cas où il y a épidémie, ça nous permettra de les détecter à temps et de lutter efficacement, de mener une réponse efficace aux épidémies. Vous savez, la surveillance épidémiologique est un élément essentiel de notre système de santé. Le fait de mettre les équipes ERAR en place a permis de renforcer notre système de surveillance dans le pays et dans la région de Kankan. En tant qu'autorité régionale, mon autre intervention serait de superviser, de veiller à la bonne fonctionnalité. La dissémination du guide révisé des équipes d'alerte et de riposte aux épidémies est perçue comme un signal fort dans la lutte contre les épidémies en Guinée. Dans cette perspective, les défis majeurs demeurent la prévention du choléra avec l'annonce des grandes pluies, mais aussi l'éradication de l'épidémie de la rougeole qui persiste depuis 4 ans dans le pays. Et puis le centre de traitement de la trypanosomiase humaine africaine de Dubreka répond maintenant à toutes les commodités de recherche. L'infrastructure vient d'être entièrement rénovée, équipée et dotée de nouveaux médicaments. Le dépistage et le traitement de la maladie du sommeil seront désormais facilités. Sahamara Tolno. Le centre de traitement de la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil de la commune urbaine de Dubreka. Construite il y a plus de 20 ans, l'infrastructure vient d'être réhabilitée par l'institution d'INDI, Initiative pour les nouveaux médicaments. Il abrite désormais un laboratoire moderne et des salles d'hospitalisation d'une capacité d'accueil de plus de 20 malades. Avec ces nouveaux équipements, il permettra désormais le dépistage précoce de tout cas de maladie du sommeil. Quand le malade arrive ici, le suspect d'abord, avant qu'il soit malade, le suspect, parce qu'on va le suspecter sur le terrain pour dire qu'il dort beaucoup, il fait ça, on l'envoie ici pour l'investigation. Arrivé ici, nous commençons par les tests sérologiques. On prélève le sang, on fait le CAT, si ça c'est positif, on cherche à voir si il a des ganglions. S'il y a des ganglions, on passe par la ponction ganglionnaire pour vérifier effectivement au microscope si dans la lymphe s'il y a des trypanosomes. C'est un centre très important pour la Guinée puisque c'est le premier centre de traitement de la maladie du sommeil ici en Guinée. Et donc grâce à ces cliniques du DNDI qui commencent, on a pu vraiment l'améliorer ce centre. Donc voilà, aujourd'hui la rénovation est terminée et c'est bien parce que ça soit au niveau du laboratoire, du bureau des médecins, mais surtout les chambres d'hospitalisation ont été très nettement améliorées. Il y a une cuisine maintenant et puis des sanitaires donc pour les malades, ce qui garantit justement une meilleure prise en charge des malades du sommeil dans ce centre. En plus du dépistage rapide, des travaux de recherche des nouveaux médicaments seront aussi développés dans ces centres de recherche. Des recherches qui devront permettre d'éliminer la maladie du sommeil d'ici 2020, comme le prévoit l'Organisation mondiale de la santé. Nous avons commencé par mettre en place une combinaison avec un médicament existant et un médicament nouveau
qui aujourd'hui s'appelle NECT, qui est le médicament de référence pour le traitement depuis l'année 2009. Notre objectif majeur aujourd'hui, c'est de dépister suffisamment de malades et les traiter pour être vraiment au rendez-vous de 2020. Le rendez-vous de 2020, c'est vraiment l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine dans toute l'Afrique comme problème de santé publique. La trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil est l'une des maladies tropicales négligées toujours présentes en Guinée. Le littoral, notamment les préfectures de Bofa, Dubreka et Forikaria, constituent les principaux foyers endémiques. On en vient à présent à ce public reportage. La société Vivo Énergie Guinée continue ses actions humanitaires. Elle est allée offrir aux citoyens de Fria des tonnes de sacs de riz et de sucre en guise de soutien à leur endroit. Algassi Mobar. Au-delà des produits et services qu'elle met à la disposition de ses clients, la société Vivo Énergie Guinée est engagée dans le social. À Fria, elle offre des tonnes de riz et de sucre aux citoyens de cette localité. Dans cette salle, elle procède à la remise de ces denrées alimentaires aux autorités locales en présence des bénéficiaires. Cette société est venue toujours à des moments critiques, des moments durs, avec ces gestes magnanimes que Vivo est en train de faire ou que Vivo en a fait, ont toujours soulagé nos braves populations. Encore une fois, c'est un ouf de soulagement que nous ressentons à partir de ce don. Dans la municipalité de Fria, la société Vivo Énergie n'est pas à son premier geste. Depuis 2012, elle vole au secours des communautés de cette localité de concert avec l'association des ressortissants et sympathisants. Nous, à CIF, nous continuons la main tendue. Les projets sont là, ils existent et ils sont d'envergure qui touchent toute la population. Chaque activité que nous réalisons, c'est d'impact général, c'est d'intérêt général. Donc nous continuons à tendre la main à Vivo Énergie et à d'autres partenaires, d'autres institutions qui ont cru en nous et qui continuent à croire en nous. Et nous aussi, nous maintenons cette confiance. Nous ne pouvons pas régler tous les problèmes, mais nous contribuons à soulager les populations de Fria. Notre objectif, c'est que la situation continue de s'améliorer. Nous sommes heureux d'apprendre que l'usine a recommencé à fonctionner et ça c'est une très bonne nouvelle dans le cadre du soulagement des populations. Cette bouffée d'oxygène s'inscrit dans le projet de développement durable de Vivo Énergie Guinée. L'objectif étant de participer à l'épanouissement de la cité des 3 immeubles qui se relèvent peu à peu de sa crise économique. Religion, le mouvement d'action catholique, la Légion de Marie est au service de l'Évangile depuis des décennies. Les responsables de cette structure religieuse ont tenu une rencontre d'évaluation cette semaine à Conakry pour faire le bilan de leurs actions. Bernard Tanguino. Cette rencontre religieuse réunit les responsables leaders du mouvement d'action catholique dénommé la Légion de Marie. Ces légionnaires venus du Togo, d'Irlande et de la Guinée font le point sur les acquis réalisés par leur mouvement dans l'expansion de l'Évangile. Nous sommes venus vraiment pour montrer la communion entre le quartier général, on peut dire, de la Légion de Marie en Irlande et la Légion de Marie ici en Guinée. Qu'est-ce que c'est la Légion de Marie? Si on doit la proposer aux autres, c'est une association catholique, mariale, apostolique, qui nous aide à vivre pleinement notre vocation comme chrétiens. On propose aux gens la foi, mais aussi notre amour, notre écoute et notre prière. En Guinée, le groupe de la Légion de Marie, qui s'identifie à travers la Vierge Mère du Christ, contribue depuis 1952 à l'évangélisation des citoyens, ce qui participe à l'augmentation progressive du nombre de chrétiens dans le pays. Un bilan magnifié au cours de cette rencontre de Conakry. Chers frères et sœurs en Christ, malgré le pourcentage élevé de musulmans dans notre pays, la chrétienté se porte bien avec l'ensemble de ces mouvements d'action catholique, notamment la Légion de Marie. Votre visite revêt pour nous
une importance capitale en ce sens qu'elle représente non seulement un acte d'évangélisation en général, mais aussi et surtout un signe d'encouragement et de motivation pour les légionnaires. Depuis l'avènement de la Deuxième République en 1984, marquant la libéralisation des associations et autres mouvements sociaux, la Légion de Marie a pris un nouvel élan avec les démembrements créés à travers les différentes régions du pays. Pour l'archidiocèse de Conakry, le mouvement compte près de 1400 membres actifs dévoués à l'enseignement de la parole de Dieu aux différentes communautés chrétiennes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne semaine de reprise de travail. Bonsoir chez vous et à très bientôt sur votre télévision nationale.